Normalement, ça va s'afficher. Ça s'est affiché chez vous. Très bien, c'est bon. Donc, on coupera le début. Eh bien, écoute, tu peux y aller, hein, il est 15h30. Bah, écoutez, ravi d'être là. Je vois que j'ai 8 participants pour l'instant. Donc, je vais me présenter, Léo Gervais-Réach, je fais de conférences en statistique à l'Université de Bordeaux. J'ai l'occasion régulièrement de collaborer avec le magazine Tangente, que je remercie, et en particulier Gilles Bertrand et toute l'équipe. Je suis très heureux vraiment depuis plusieurs années de proposer de temps en temps des petits articles autour des paradoxes. Et pour ce salon, j'ai choisi de parler de mon point de vue, du défi de Martin Gardner. Alors, Martin Gardner, c'est un spécialiste des paradoxes et des mathématiques récréatives, pardon, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui a eu une belle vie, plus de 90 ans, et à mon avis, une grande partie de sa vie consacrée à ces problèmes, à ces énigmes, dont certaines sont relativement amusantes, un peu perturbantes, mais pas très difficiles à dénouer. Et puis d'autres font encore débat aujourd'hui. Et le défi de Martin Gardner qu'il publie, alors pour le coup, j'avance un petit peu, qu'il publie dans les années 80, en tout cas dans la version française, dans un recueil qui s'appelle La magie des paradoxes. Il nous propose un questionnement, un paradoxe, qui s'appelle Qui perd gagne. Alors, juste pour la petite histoire, ce paradoxe qui perd gagne, donc je vais vous proposer l'énoncé, c'est fondamental. On a un énoncé très précis, on a des questions relativement précises, et ensuite on va essayer d'analyser et de voir ce qu'on peut en dire. C'est en fait un vieux paradoxe qui démarre autour des années 30, autour de deux cravates. C'est Kreitnik, Maurice, qui propose ce paradoxe. Et donc Martin le popularise clairement dans les années 80 avec une version avec des portefeuilles. C'est sans doute plus pertinent parce qu'on parle d'argent, on parle d'économie et on va voir qu'on va réfléchir à des notions d'espérance de gain. Ça marche mieux qu'avec les cravates, mais le problème reste le même. Donc voilà, on est parti si vous êtes d'accord. Donc le paradoxe, donc on a un professeur, Cantor Baki, qui déjeune avec deux de ses étudiants. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc Jérémy et Léa. Et donc le professeur dit je vais vous montrer un nouveau jeu. Posez vos portefeuilles sur la table et comptons l'argent qu'ils contiennent. Celui qui a le moins d'argent gagne tout ce que l'autre possède. Alors Jérémy commence à réfléchir. Si j'ai plus d'argent que Léa, elle gagnera seulement ce que j'ai. Mais si elle en a, mais si elle en a plus que moi, je gagnerai plus que je ne possède et donc plus que je ne puis perdre. Ce jeu est évidemment à mon avantage. Léa, de la même manière, réfléchit et dit si j'ai plus que Jérémy, il gagnera seulement ce que j'ai. Mais s'il a plus, je gagnerai, et bien plus, que je ne possède. Ce jeu est donc à mon avantage. Et donc, on va dire l'issue du paradoxe ou le questionnement, c'est comment ce jeu peut-il être avantageux aux deux joueurs? C'est impossible. Y a-t-il un paradoxe du fait que chaque joueur suppose, à tort, que ses chances de gagner ou de perdre sont égales? On en est là. Alors, il faut savoir que c'est un paradoxe qui a quand même été relativement étudié. Il y a eu quelques propositions de réponse, mais d'abord, je vous propose le fameux défi de Martin Gardner. Il arrive, voilà. Si vous, l'un de vos amis, pouvez trouver un moyen d'expliquer pourquoi le raisonnement des joueurs est faux, sans entrer trop profondément dans les arcanes de la théorie des jeux, écrivez-nous. Nous publierons cette explication dans la prochaine édition de ce livre. J'espère que dans le numéro 200 de Tangente, il y aura une publication de l'explication. En tout cas, une proposition. Donc évidemment, quand on nous lance un défi, qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse au paradoxe? On mène l'enquête, on va voir un petit peu dans la littérature qu'est-ce qui est écrit sur le sujet, et puis on se rend compte fondamentalement qu'il y a effectivement eu plusieurs tentatives de résolution, mais clairement que celles que Martin Gardner a pu analyser ne l'ont pas convaincu, et depuis, il y en a eu encore deux, trois qui ont été publiées, et je pense que Martin aurait dit qu'elles n'étaient pas convaincantes. Alors je lui propose, même s'il ne nous regarde que d'en haut, une solution, en tout cas une analyse, et une solution, on l'espère en tout cas. Alors,
on va analyser un petit peu et modéliser. Donc, on va formaliser de façon probabiliste le problème, parce que si on veut essayer de répondre à la question, on n'a pas beaucoup d'éléments quand même dans les raisonnements des deux études. Donc, on va noter dans un premier temps XJ, donc le montant du portefeuille de Jérémy. Et évidemment, Jérémy connaît le montant dans son portefeuille, car il ne serait pas raisonnable de parier ou de jouer sans savoir exactement ce que l'on possède. Il en est pareil pour Léa. On note XL, le montant dans son portefeuille, et on suppose qu'elle le connaît. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que Léa ne connaît pas le montant du portefeuille de Jérémy, sauf si elle était regardée avant. Et à ce moment-là, elle saura si elle a intérêt à jouer ou pas vraiment. Et là, on n'est pas dans cette idée-là. Et Jérémy ne connaît pas le montant de Léa. Donc, la question et la façon dont il faut poser, de mon point de vue, le problème, c'est en jouant. Donc, si je joue, Léa se dit, je peux gagner une certaine somme, XJ. Alors, j'ai mis un grand X en rouge parce que, bien sûr que derrière, il y a une somme existante, concrète et réelle, mais pour Léa, cette somme est inconnue. D'accord? Elle ne la connaît pas. Et en revanche, elle peut perdre XL, petit XL, qui, elle, est une somme clairement qu'elle connaît. Donc, on va essayer de faire un petit tableau pour essayer de voir en fonction des cas possibles qu'est-ce que ça nous inspire ou qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, premier cas, clairement, il y a moins d'argent dans le portefeuille de Léa que dans le portefeuille de Jérémy. XL est inférieur à XJ, et puis évidemment, il y a l'autre possibilité. En cas d'égalité, on imagine que le professeur annule la question ou leur dit d'aller faire un tour et de revenir avec de l'argent. Donc, si XL est inférieur à XJ, c'est Léa qui gagne. Ça, c'est la règle du jeu. Si en revanche, qu'est-ce qu'elle gagne? Eh bien, elle gagne un certain montant, dont elle sait qu'il est supérieur à son propre montant de son portefeuille, mais qui lui est inconnu. Là, il y a un vrai problème. Quelle est la probabilité que cet événement se produise? Quelle est la probabilité que, finalement, Léa gagne? Alors, certains vont me dire, il n'y a pas de probabilité, évidemment. Les sommes sont fixées, les jeux sont faits. La probabilité, ça mesure parfois le degré d'incertitude. Et il faut alors attribuer de façon rationnelle des probabilités compte tenu de l'état de connaissance dans lequel on se trouve. Ça s'appelle le principe d'indifférence et ça propose des probabilités. En l'occurrence, il n'y a aucune raison ici de croire, même pour Léa, connaissant la somme dans son portefeuille, que l'autre ait plus ou moins d'argent qu'elle. Donc, rationnellement, elle doit attribuer une probabilité de 1,5. Ne nous trompons pas, cette probabilité, ça n'est pas, si on répète le jeu, en moyenne, elle va gagner une fois sur deux. Non, c'est en l'état actuel, sur ce jeu-là, quelle est la probabilité avec laquelle elle doit travailler pour pouvoir raisonner. Donc, de ce point de vue-là, je réponds déjà à Martine en lui disant, je ne pense pas que l'attribution des probabilités soit le problème. Bon, si finalement, avec probabilité, donc 1,5, la somme finale de Jérémy, Jérémy perd, hein. Léa, elle gagne tout, donc on obtient ça. Évidemment, on peut faire le même raisonnement pour Jérémy, avec la somme de Léa inconnue pour Jérémy, et du coup, on en arrive à un calcul d'espérance de gain, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui pourrait se passer si on répétait l'expérience. C'est une espérance de gain, on va dire, liée à cette incertitude sur l'issue. Bien sûr, un observateur extérieur, lui, verrait les choses différemment. Mais là, on se place du point de vue des individus qui ont une décision à prendre, à mesurer leurs intérêts personnels. OK. Donc, on en arrive à la question de l'espérance de gain. Et donc, à la question suivante, est-ce qu'avoir une espérance de gain inconnue strictement positive, hein, clairement elles sont positives, hein, puisque vous gagnez plus que vous ne perdez et que vous avez une chance sur deux, en tout cas, telle qu'on les a attribuées rationnellement, vous avez une espérance de gain strictement positive, est-ce que ça fait de ce jeu un jeu favorable? C'est ça, finalement, la question. Et en réalité, la question, il faut se la poser de la manière suivante, de mon point de vue. Est-ce que vous devez rationnellement avoir une préférence stricte entre jouer et ne pas jouer? Et là, il faut aller effectivement un petit peu dans les arcanes de la théorie. Parce que le concept de préférence stricte est un petit peu plus compliqué que simplement dire si j'ai simplement une espérance de gain inconnue strictement positive, j'ai intérêt à jouer, je dois avoir une préférence stricte à jouer, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, je ne vais pas dans les détails, mais très rapidement, il faut que vous soyez prêt à payer, à prouver votre préférence en payant une somme pour jouer. Et là, si effectivement vous dites, moi je suis prêt à payer 5 € pour jouer à ce jeu,
parce que je pense en fait qu'il m'est favorable bien au-delà de 5 euros, alors il devient rationnel de payer 5 euros pour jouer. Et du coup, vous avez prouvé que vous avez une préférence aussi. Et le problème, c'est que dans ce jeu-là, tel qu'on l'a décrit, il n'est pas rationnel que Jérémy ne paye ne serait-ce qu'un euro pour jouer, parce qu'il n'est pas certain qu'en payant un euro pour jouer, son espérance de gain resterait strictement positive. Il est possible qu'entre les deux portefeuilles, il n'y ait que 50 centimes d'euros d'écart. Il n'en sait rien. Et voilà. Pour analyser la question, pour moi, il ne peut quantifier son intérêt à jouer. Et en fait, où est la subtilité du paradoxe? On a toujours l'habitude de raisonner avec des espérances de gain. On les calcule concrètement, on a des valeurs, on les compare. Il y en a une qui est supérieure à l'autre et on dit on a intérêt à faire ça plutôt que ça. Bon, en tout cas, c'est une vision de la théorie de la décision en économie en particulier. Mais là, on a des espérances de gain inconnues. Alors, quand les espérances de gain sont inconnues, on se rend compte que finalement, ce qui était tacitement, qu'il existait une somme qui permettait de prouver son intérêt à jouer ou à prendre la décision, là, on n'a pas cette somme. Donc, on est en fait dans un jeu à information incomplète. Là, il faut être très prudent. Quand le jeu est à information incomplète, tout n'est pas aussi simple. Alors, pour résumer, dans le paradoxe des deux portefeuilles, de mon point de vue, il est rationnel de croire qu'on a plus à gagner qu'à perdre. La règle du jeu nous donne cet élément. Je pense que c'est rationnel. Je crois qu'il est rationnel de penser qu'on a une chance sur deux de gagner, non pas une chance sur deux au sens où on l'entend traditionnellement, où on lancerait une pièce. La pièce a déjà été lancée. Il arrive que la pièce soit déjà lancée, que vous ne connaissiez pas le résultat, et que vous affectiez les mêmes probabilités qu'avant qu'elle soit lancée. Ça me paraît relativement rationnel. Il est aussi rationnel d'en déduire que les espérances de gain sont strictement positives. Il n'y a pas d'erreur de calcul dans l'espérance de gain, sauf qu'elles sont inconnues. On a juste une relation d'ordre sans connaître en particulier la différence. Mais voilà, finalement, on se rend compte que connaître que simplement on a une espérance de gain strictement positive, ça ne suffit pas pour avoir une préférence stricte entre jouer et ne pas jouer. Il faut pouvoir quantifier cette préférence, prouver qu'elle existe par une somme, on va dire, sonnante et trébuchante. Alors, pour aller un petit peu plus loin, imaginons que le facétieux professeur Cantor-Bacchi regarde en secret le contenu des deux portefeuilles. Il a le droit. Il regarde, il trouve 30 euros chez Jérémy, 40 euros chez Léa. Bon, il sait que si les deux personnes jouent, il sait que c'est Jérémy qui va gagner, et qui va gagner clairement 40 euros, plus les 30 avec lesquels il repart. Il va repartir en tout cas avec 70, et Léa avec 0. Mais ça, Léa et Jérémy ne le savent pas. Sinon, il serait rationnel pour eux, pour Jérémy de dire je veux jouer, et pour Léa de dire je reviendrai une autre fois. Et imaginons qu'il annonce simplement aux deux étudiants, écoutez, je vois une différence de 10 euros entre vos deux portefeuilles. On a un problème. On a un problème parce que maintenant, en annonçant l'écart, les préférences strictes se rationalisent. Par exemple, Jérémy ou Léa peut proposer de payer 2 euros, peut prouver qu'il a très envie de jouer et que sa préférence est vraiment stricte entre jouer et ne pas jouer. Et là, c'est pas clair que ce soit irrationnel du point de vue de l'individu, pas du point de vue du professeur, mais du point de vue de chaque individu, avec l'état de ses connaissances propres, c'est-à-dire à la fois une somme dans sa main, son portefeuille, et un écart clairement qui est de 10 au-dessus ou de 10 en dessous sur l'autre. Il n'est pas clair qu'il soit irrationnel finalement de considérer qu'on a effectivement un intérêt à jouer, voire de payer 2 euros pour jouer. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'évidemment, on peut manipuler la rationalité des individus. Et ce n'est pas parce qu'on peut les manipuler que ça devient irrationnel de la part des individus. Du point de vue de Léa, c'est tout à fait rationnel de jouer. Du point de vue de Jérémy, c'est tout à fait rationnel de jouer, même si chacun sait que l'autre, finalement que la somme est constante et que ce que l'un gagnera, l'autre le perdra. On a mis les individus dans une situation d'un dilemme rationnel, pas pour eux, mais pour l'observateur qui va dire eux, ils sont irrationnels, et de leur point de vue, à mon avis, ils sont rationnels. Voilà. Il suffirait à rendre le jeu favorable. Pardon, je coupe ça juste. Je vois que je suis à 15 minutes, mais j'arrive au bout. Hop. Ça, c'est bon. Et du coup, oui, évidemment, je deviens fou parce que là, pour le coup, je ne sais plus où aller.
Cette histoire-là, juste pour information, ça s'appelle en réalité, c'est une variante du paradoxe des deux enveloppes. Et alors là, en revanche, sur le paradoxe des deux enveloppes, je vais très vite. Mais sur le paradoxe des deux enveloppes que vous pourrez trouver dans le petit magnifique livre que je vous ai dit de dire ça tout à l'heure, si vous le souhaitez, là, on a des centaines de papiers dans des revues de mathématiques, des revues de philosophie, des sciences, des revues de statistiques, des revues d'économie, pour essayer de dénouer un problème qui est très proche de celui, finalement, des deux portefeuilles, mais dans sa version où la somme, l'écart entre les sommes des portefeuilles est connu. Et toute la problématique, finalement, de tout ce type de paradoxe, et qui paraît complètement fou, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il est rationnel de ne pas jouer tant qu'on ne connaît pas une certaine information, mais que dès qu'on la connaît, quelle que soit la valeur de cette information, il devient rationnel de jouer. Et donc, il y a une vraie question entre un raisonnement, et on connaît bien ça en mathématiques, hypothético-déductif. Et donc, si on raisonne de manière hypothético-déductive, il serait irrationnel de jouer. En revanche, si on raisonne de manière inductive, c'est-à-dire que si je connais le montant au lieu de le supposer, alors il est rationnel d'induire qu'on a intérêt à jouer. Il est rationnel de déduire, rationnel d'induire. Voilà, donc oui, pour info, parce que tu me l'avais évoqué, Gilles, voilà, je sais qu'il va y avoir 3 phases dans cette intervention. La première, elle est bientôt terminée. La deuxième, ça va être des échanges, et j'espère que vous n'allez pas être d'accord avec moi, parce que c'est ça qui est intéressant. Et après, il y aura une petite phase, si jamais vous voulez qu'on parle et qu'on discute un petit peu de ce livre. Et j'en ai fini. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter le partage. Et pardon, je n'ai pas eu le temps de regarder le chat, mais voilà, si vous voulez peut-être brancher vos caméras. Est-ce que tu veux que je te redonne la main, Gilles? Pour l'instant, non. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu si parmi les spectateurs, certains ont des questions à poser. Et là, donc, on vous a autorisé à brancher votre micro pour Et pouvoir votre caméra, si vous le et souhaitez, votre j'imagine. caméra si vous le souhaitez, parce que vous n'êtes pas très nombreux, donc il n'y a pas de problème. Ça D'accord. ressemble à un séminaire. En attendant, je peux faire une petite remarque. Écoute, Bertrand, avec plaisir. Oui, c'est par rapport au paradoxe des deux enveloppes. Oui. Tout à fait. En fait, les matheux, on a tendance à raisonner toujours que l'argent, enfin, la quantité d'argent est proportionnelle à l'envie de gain. Et ce qui est faux, qu'on voit dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Mais sur les deux enveloppes, je voudrais dire, si au lieu de faire le double, on disait 10 fois plus, il y a une enveloppe qui a 10 fois plus que l'autre. Si on ouvre son enveloppe et qu'on a 1000 euros, Hein, t'as envie de changer, hein? donc c'est pas la même chose que si on ouvre son enveloppe, on a 1 euro. Non, Parce mais que si 1 euro, soit. t'as envie de changer. Mais 1000 Voilà. euros, t'as envie de changer aussi, à mon avis. Oui, il y a des fois, on a plus envie de changer, et d'autres, on dit, bah, on y perd quand même Alors, beaucoup. Quoi. je réponds parce que, si tu veux, ce qui est sous-entendu derrière ma présentation, c'est qu'il y aurait effectivement ce qu'on appelle une utilité linéaire. Oui. Ça veut dire que l'utilité du gain est proportionnelle au gain. Et donc, à ce moment-là, on peut raisonner simplement en termes d'espérance mathématique pure, classique. Si en revanche, on imagine qu'on a des utilités non linéaires, alors à ce moment-là, il faut transformer, effectivement, et c'est en tout cas un des versants proposés par Bernoulli pour résoudre le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Sache que d'Alembert n'était pas du tout convaincu par la démonstration de Bernoulli, parce que lui doutait de l'expression même de l'espérance de gain, comme en doutait d'ailleurs Maurice Allais, en disant, mais comment peut-on résumer un ensemble de gains et de probabilités associées par un nombre unique? Et c'est un problème mathématique intéressant quand même. Est-ce qu'on ne perd pas de l'information? Bien sûr qu'on en perd. On perd de l'information sur les risques, la variabilité. C'est pas la même chose de gagner 100 avec probabilité 1,5 et de perdre 100 avec probabilité 1,5, ou de gagner 1 million avec probabilité 1 de chance, alors, vous ferez les calculs, mais 1 sur 100 000, et de perdre 100 avec probabilité 99,9 sur 100 000. Les espérances de gain peuvent être égales, mais je pense que tout individu se considérant comme rationnel dirait l'un, je joue, et l'autre, même si l'espérance est supérieure, je ne joue pas. Mais... Donc, on est effectivement sur une problématique des préférences qu'il faut arriver à axiomatiser, tout en prenant tout ça en considération.
Tout à fait, mais dans la pratique, on n'a pas du tout une linéarité entre le gain et Non, l'utilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui jouent au loto, c'est pas mon cas, qui jouent au loto même enfin, quand c'est raisonnablement, parce que perdre 5 euros, je sais pas combien ça coûte, ça c'est paraît pas, raisonnable. ça paraît comme zéro, et le gain possible est certes probabilité très faible, mais il est mirifique, quoi. Et Et il fait rêver. tu oublies le plaisir de passer 3 minutes devant la télé, en tout cas à l'époque, à regarder les numéros tomber. Oui, voilà. Et ça, est-ce que ça a un prix, en fait? Est-ce que c'est pas ça qu'on paye? Hein, tout à fait. Euh, Quand tu veux, tu peux me repasser la main, Léo, hein. Pardon, alors Y a pas- y a pas- alors, je voudrais pas me Mais par rater. contre, ce que je voudrais, moi, c'est demander Ah non. aux spectateurs, là, s'il y en a qui ont des questions à poser à Léo. Hein. Donc, voilà. Est-ce que parmi vous, donc là, je vois qu'il y a quand même, il y a quand même une dizaine de personnes. Je pense que tu es animateur, Gilles. Oui, si vous voulez, enfin, sauf si vous êtes dans votre bain, par exemple, vous pouvez effectivement mettre votre caméra, mettre votre micro Oui, 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 et oui. échanger ou Oui, juste oui, dire bonjour. j'ai mis les autorisations de mettre le micro et la caméra. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Et donc, si vous avez une question à poser à Léo à ce niveau-là, c'est tout à fait le moment. Moi, j'aimerais bien savoir si vous pensez finalement qu'effectivement, on piège ces deux étudiants, mais que une fois piégés, une fois dans le piège, la rationalité leur dicte de jouer. C'est ça, finalement, pour moi, la question de fond, c'est est-ce qu'on a réussi à piéger la rationalité? J'ai quelques amis qui ont l'habitude de dire que la logique n'est pas très logique. La rationalité peut paraître de temps en temps pas très rationnelle. Et en mathématiques, on a l'habitude de voir des choses. Ah, je vois dans le chat, voilà, dans le chat, voilà, Ah, dans le chat. Alors, Jérémy et Léa ont on tort. tort, le jeu n'est pas à leur avantage, mais l'avantage de la personne qui a le moins d'argent. Mais ce n'est pas une question. Bah, c'est sûr que tant qu'on est au-dessus du jeu et qu'on regarde ces deux petits étudiants se malmener l'esprit, évidemment qu'on ne peut que sourire. Mais méfiez-vous parce que nous sommes plutôt souvent dans la situation de l'étudiant. Et c'est là que nous devons nous prendre des décisions. Est-ce que cette situation a déjà été présentée en situation de classe? En situation de classe. Alors moi, il se trouve que pas en situation de classe, mais en situation de conférence où je parlais justement des deux enveloppes. J'étais effectivement venu avec deux enveloppes. J'avais un administrateur de l'INSEE dans la salle à qui j'ai présenté les deux enveloppes. Il a pris une enveloppe, il l'a ouverte. J'ai fait mon petit exposé et je lui ai dit alors, vous changez ou pas? Eh bien, pour le coup, il a changé. Mais le problème, et Bertrand le soulignait, c'est que je ne sais pas s'il a changé en se disant qu'il était irrationnel, ou s'il a changé parce qu'il avait envie de voir le contenu de l'autre enveloppe, ou s'il a changé parce que le montant dans son enveloppe, que ce soit divisé par deux, multiplié par deux, lui était égal. Et là où c'est sûr que parfois pour résoudre, ça c'est important ce que tu disais Bertrand, parfois pour résoudre des paradoxes, il faut les pousser dans leurs extrémités. Euh, si au lieu d'imaginer qu'il y avait... alors, le problème des portefeuilles, c'est qu'on est vite limité. Hein. Si moi j'ai 30 euros, si l'autre il m'annonce l'écart il est de 2000 euros, je sais que c'est dans l'autre portefeuille qu'il y a beaucoup d'argent. Donc je vais vouloir jouer et l'autre va savoir. L'autre ne va pas savoir en revanche. L'autre il va se dire il y a 30 ou il y a 4000. En plus, ce n'est pas forcément les mêmes rapports. Mais dans les deux enveloppes, c'est des montants qui se multiplient. Et Mais donc, si on veut quand même, à un moment donné, raisonner, on dit, ben, voilà, prenons un facteur 10 ou un facteur 100 et posons-nous vraiment la question s'il est irrationnel de changer. Et là, on se dit, mais non, mais peut-être qu'il y a 100 fois plus. Pourquoi il n'y aurait pas 100 fois plus plutôt que 100 fois moins? Alors là, on calcule une espérance de gain, elle devient extraordinaire. Et vraisemblablement, elle est correcte. Pas correcte dans le sens où on pourrait refaire le jeu. Mais parfois, nous, dans la vie, on ne refait pas les choses 20 fois. Parfois, on a des décisions à prendre qui sont uniques. Et calculer une espérance de gain pour la prendre, même si elle se fonde sur une répétition qui est avantageuse, ce n'est pas forcément rationnel. C'est d'ailleurs tout le débat de Maurice Allais face à Vollneman et Morgenstern. est-ce qu'il n'y a pas une autre approche aussi qui consiste à dire que c'est pas forcément que le montant en euros, par exemple, n'est pas forcément la bonne unité? Parce que 1 euro ou 10 euros ne représentent pas la même chose d'une personne à l'autre.
il y a des gens pour qui 10 euros, c'est absolument négligeable, et d'autres pas du tout. Et donc, le fait de gagner ou de perdre cette somme n'est pas du tout la même chose. Ah ben, en fait, tu traduis complètement la question de l'utilité associée au gain. Voilà, Et effectivement, alors par exemple, tu pourrais dire, on va prendre vos patrimoines, tu vois, parce que là, le patrimoine d'un individu, il est total. Tu vois, je pense que relativement à l'individu, on l'évalue à peu près de la même manière. Tout le patrimoine que tu possèdes, moi, tout le patrimoine que je possède, on ne se connaît pas, on n'a pas de caméra, on n'a aucune information, on n'a pas la moindre idée de la façon dont on pourrait estimer avoir plus ou moins d'une chance sur deux tu vois, d'en avoir plus ou moins. Moi, je ne joue pas de toute façon, ça c'est sûr. Tu vois, même si l'espérance de gain est favorable. Dans le chat, il y a Eva qui voudrait prendre la parole, peut-être. Et oui, il ne faut pas hésiter même à prendre le micro. Hein. Si vous avez l'habitude. Enfin, après, ce n'est pas très compliqué de prendre le micro, c'est en bas à gauche. Activez le son, désactivez le son, Eva. J'espère que ça n'est pas ma sœur parce qu'elle s'appelle Eva. Il y a Julien Bernat qui vient de dire quelque chose. Là, ah, alors, pardon. On pourrait imaginer qu'il y ait pas de perte en faisant juste gagner la plus grande somme à la plus petite. Ah ouais, non, mais alors là, pour le coup, moi, je joue. Hein. Parce que si, en gros, l'idée, c'est, vous venez jouer, si en gros, personne ne risque de perdre, le jeu, là, clairement, il est à l'avantage de tout le monde. Hein. Ça s'appelle l'école des fans. Tout le monde finit avec 10 sur 10. Non, les jeux et les paradoxes sont plus coquins que ça. Et en général, à un moment donné, il faut mouiller la chemise. D'abord dans les analyses, et puis à un moment donné, prendre une décision qui engage effectivement une somme significative. C'est là qu'on voit, c'est pour ça que c'est très intéressant la préférence stricte, parce qu'elle permet d'évaluer précisément le montant que vous êtes prêt à payer pour jouer. Et ça quantifie complètement, alors via les utilités ou pas, hein, ça dépend de la richesse de chacun, hein, puisque les préférences, elles passent par le filtre des utilités, c'est-à-dire des transformations des gains en pertinence pour l'individu. Ce qui est tout à fait rationnel. Hein. C'est pour ça, c'est tout à fait rationnel qu'un individu dise « mais moi, je ne joue pas au loto » et un autre dise « mais moi, je joue au loto ». Ce qui n'est pas rationnel, ce n'est pas de jouer ou pas jouer au loto, c'est de jouer souvent beaucoup d'argent. Parce que là, on rentre dans le rythme de l'espérance de gain correspond à un gain moyen. Alors là, si l'espérance de gain correspond à un gain moyen réel, vous perdrez votre chemise à la roulette comme au loto. Mais si vous jouez 5 euros par semaine, avant que statistiquement votre espérance de gain, ou les gains rejoignent votre espérance de gain, vous avez du temps et des moments d'émotion, à mon avis, intéressants. Eva qui vient de demander si les mathématiciens sont plus rationnels que la moyenne. Les mathématiciens sont-ils plus rationnels? J'adore cette question. Est-ce que, d'abord, il y a plein de mathématiciens ici. Gilles, est-ce que tu veux répondre d'abord? Ça s'adresse à tout le monde, je pense. Ouais. Attends. Ils ont une meilleure gestion de leurs économies. Je pense que tout ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a, en proba, on parle d'indépendance. Je pense qu'il y a relative indépendance. Je pense qu'il y a des mathématiciens flambeurs. Je pense qu'il y a des mathématiciens qui croient aux martingales. Je pense à d'Alembert qui était persuadé qu'on pouvait imaginer qu'après pile viendrait plus sûrement face, parce que sinon le hasard, on ne sait pas où il est, on ne le comprend pas. Donc je pense que tout ça est... mais c'est sûr que les mathématiciens ont l'habitude d'être très vigilants sur l'enchaînement dans un raisonnement. Parce que là, pour le coup, c'est fondamentalement... Je crois surtout qu'à posteriori, ils fondent leur méthode irrationnelle sur des arguments rationnels. Alors ça s'appelle la rationalisation, et je l'adore, parce que c'est une discussion que j'ai encore eue il y a quelques heures avec un collègue, en lui disant « tu es en train de me rationaliser ta décision non rationnelle ». Exactement. Et ça, effectivement, mais normalement, ça se voit. Est-ce que c'est rationnel d'avoir une telle attitude? Si l'individu croit qu'il va arriver effectivement à faire passer son irrationalité rationalisée pour de la rationalité, oui, c'est rationnel.
mais il faut faire attention à qui il s'adresse. Oh, que c'est beau! Voilà. Je dis ça parce que c'est l'heure J'ai le même. Voilà, tu as le même, d'accord. Oui, Donc, si c'est l'heure, effectivement. voilà, il est 16 heures, absolument. Donc, voilà, alors c'est, c'est un tout petit livre hein, qui coûte pas très Oui, cher, mais il est dans la collection spéciale logique. C'est Tester votre rationalité, 30 paradoxes renversants. Donc, c'est écrit par Léo. Et vous avez la possibilité de l'avoir sur si vous allez sur le stand de Tangente Mag, vous cliquez dessus et vous tombez sur la librairie. Sinon, vous allez sur la librairie Infinimat et vous l'obtenez. Et simplement, vous avez le droit de demander une dédicace à Léo qui est présent, donc ici. Et sinon, vous pouvez simplement j'ai voilà, des feuilles. il va. Je dédicace, c'est inséré. Ça a réussi la dernière fois, Gilles. Parce Oui, que c'est oui, pas la oui, première fois qu'on fait ça. On a absolument. fait On a déjà ça. fait ça. Voilà. Et donc, on vous envoie le livre avec sa dédicace. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Moi, je peux le vendre davantage si tu veux. Donc, non, sachez que, effectivement, petit livre, parce que le format était celui-là, on a de formidables auteurs. Là, j'ai lu le dernier livre qui s'appelle Paradox Lost de Michael Humer, qui est un philosophe néerlandais, américain, je ne sais plus, qui a un bouquin de 300 pages sur quelques paradoxes, retors. Il propose une classification des paradoxes. Moi, je suis plutôt entre les deux. Ça veut dire je dirais ça comme ça, mais il ne faut pas m'en vouloir. Entre le livre de plage, parce qu'il y a un format un peu ludique, vous aurez un score de rationalité, vous pourrez savoir si vous êtes plus ou moins rationnel, plus ou moins réfléchi, plus ou moins conformiste. Ça, c'est une vraie problématique. Plus ou moins juste ou exact. Et puis éventuellement, si vous êtes très indécis, parce que ça fait partie aussi parfois ne pas répondre est une bonne réponse, sauf si ça arrive trop souvent, je crois que c'est ce que je dis. J'ai essayé de mettre un peu d'humour à la fin de chaque paradoxe. Et puis, il y a une partie sur les fameux paradoxes ouverts. Hein. Donc, vous pouvez retrouver rapidement le problème des deux portefeuilles, le problème des deux enveloppes. Voilà. Donc, c'est pour moi un livre de plage qui peut vous empêcher de dormir. Je trouve que c'est un beau paradoxe. Alors, sur un plan concret, simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand vous passez une commande sur la librairie de Tangente, la librairie Infinimat, eh bien, vers la fin de votre commande, il y a ce qu'on appelle une zone de commentaires. Et donc, dans cette zone, vous rappelez simplement que, d'abord, si vous avez demandé à Léo la dédicace, vous rappelez que vous l'avez demandé, hein, que les personnes qui vous font l'envoi attendent de recevoir la dédicace de Léo. Et puis, si vous avez oublié de demander à Léo, vous pouvez quand même, dans le commentaire, demander une dédicace en donnant quelques informations. Nous, on les transmet à Léo qui Absolument. envoie les informations. Voilà. Je fais tout le service après-vente, quelles que Voilà. soient les circonstances. Voilà. Alors bon, il faut reconnaître que là-dessus, on ne va pas gagner grand-chose parce que c'est. Non, mais tu n'as pas donné le prix quand même parce que Oui, moi, pour le coup, c'est oui, plusieurs années de travail. Alors, il n'y a pas tous les développements, évidemment, mais c'est plusieurs années de travail pour collecter, rassembler, réfléchir à mon point de vue sur ces paradoxes. Tu parlais du paradoxe de Saint-Pétersbourg. Euh, je suis, bon, j'aime pas dire ça, mais je suis plutôt content de ma solution qui à la fois évite le problème d'une certaine manière, ou alors va dedans, mais de façon aussi précise. En l'occurrence, tu sais, quand on joue face à quelqu'un qui a une somme infinie d'argent, tu ne peux que perdre, mm. et lui rien. Et puis, si jamais les deux personnes ont une somme infinie d'argent, bah, tous les enjeux deviennent rationnels, toute somme finie devient rationnelle. Donc voilà, je pense que derrière le paradoxe de Saint-Pétersbourg, il y a plutôt des problèmes de théorie des ensembles dénombrables et des Aleph zéro que finalement un problème d'état d'âme, même si on peut trouver des enjeux rationnels plus proches de la réalité. Par exemple, d'Alembert serait autour sans doute de 2 euros pour 1 euro au premier lancé, 2 euros au deuxième lancé, d'autres seraient plutôt autour de 4 euros. Enfin, on sent que ça tourne autour de quelques euros, l'enjeu rationnel. Euh, Maintenant, si on doit jouer des millions de fois, eh bien, il se trouve que l'enjeu rationnel augmente. Et c'est pour ça que c'est
un jeu un peu bizarre, le paradoxe, enfin, le jeu de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de répétitions où vous allez jouer, eh bien, l'enjeu rationnel entre la banque et vous augmente à chaque partie. Comme Voilà. quoi, Personne n'a donc en direct, non, direct à dire, apparemment. mais vous pouvez le faire par écrit dans la librairie en ligne. Il n'y a pas de problème. Absolument. Tu voulais Vous quoi serez dire sur le bienvenus. prix Tu voulais annoncer le prix, c'est ça? Oui, je voulais dire que c'est tout ça pour la modique somme de 9 euros. 9 euros, oui, c'est ça. Mais bon, il n'y a que 64 pages. Hein. Voilà. C'est pas faux, c'est vrai. Oui, oui. Elles sont Donc, denses. un nombre de pages, oui. Elles sont denses, elles sont denses. Si on compte en temps passé à Ah les bah, concevoir, là, c'est autre chose. là, pour le Là, coup, c'est pas c'est cher. vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. Voilà. Absolument. Non, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, de travailler avec les éditions Paul hein, sur cet ouvrage, que je ne manque pas de signaler de droite à gauche. J'étais très fier que, je ne sais pas si vous connaissez les Nguyen Wang de la chaîne Science for All, qui travaille beaucoup sur les probabilités, un beau youtubeur, plus de 200 000 abonnés, il est enseignant à Polytechnique à Lausanne en statistique. Et j'ai eu le plaisir que pendant une de ses vidéos, à un moment donné, il parlait de lancers successifs de pile ou face et de la façon dont on devait réaffiner nos jugements en termes de probabilité au fur et à mesure des résultats. Et j'écoute la vidéo et à un moment donné, il fait, alors donc, il y a dans le fameux livre, il en parle un peu et puis il sort une vidéo où je parlais justement d'Alembert. Donc, voilà. Et bien, à propos de vidéo, Recommandé par d'autres. oui. À propos de vidéo, je vous recommande aussi vraiment de revenir sur au même endroit, là, sur ce même lien, le Zoom, à 17 heures, où il va y avoir une vidéo de Manu Houdard, que vous connaissez peut-être, dont vous connaissez peut-être de nom, qui en plus a été lauréat du prix Tangente 2020, et qui a fait une vidéo sur l'histoire du salon et l'histoire de Tangente qui est absolument géniale. J'ai adoré. Pour l'instant, je suis le seul à l'avoir vue, puisqu'elle n'est pas officiellement encore sur sa chaîne YouTube. Et donc, elle sera en accès dans maintenant moins d'une heure. Hein, et donc, elle sera sur notre stand, c'est-à-dire qu'en primeur, elle sera sur notre stand. Alors là, par contre, quand vous allez sur le stand Tangente, vous aurez, alors vous savez, il y a deux stands Tangente. Il y a le stand du salon lui-même, stand Tangente, et ensuite il y a un lien vers un stand, on va dire privé, Tangente, d'accord? Dans les deux cas, normalement, il va y avoir le lien. J'espère que ça va fonctionner parce qu'avec l'informatique, on ne sait jamais. Bon, il va y avoir le lien vers cette vidéo et qui dure 15 minutes, donc enfin, c'est pas long. Hein, et après, vous pourrez échanger avec Manu Houdard. Alors là, pour échanger, c'est sur le Zoom, le même Zoom que maintenant, d'accord? Vous pouvez échanger avec Manu et pareil, il pourra vous dédicacer son livre si vous le souhaitez. Voilà, enfin son livre, oui c'est ça, son livre. Il en a écrit, enfin il en a écrit qu'un. Il en a peut-être écrit d'autres, mais en tout cas, il n'y en a qu'un qui est présenté, qui est celui alors là, par contre, ce n'est pas édité par Paul, c'est édité par Flammarion, d'accord? Mais c'est avec ce livre qu'il a eu le prix Tangente du livre. Ah oui, du livre. Du livre, le prix Tangente Oui. du livre. Voilà. Donc, voilà. Donc, si personne n'a rien à rajouter, eh bien, on va vous remercier d'avoir assisté à cette conférence et on va surtout remercier Léo parce que c'était très intéressant, comme d'habitude d'ailleurs. Mais enfin, voilà. Et cette conférence, enfin, elle est enregistrée et nous allons très certainement la mettre sur la chaîne YouTube de Tangente si Léo est d'accord. Ah, j'en serais ravi et j'informerai mes étudiants en particulier Voilà. d'aller la voir et de lever le pouce. Voilà, très bien. Eh bien, Merci beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.